Bonjour à toutes et tous, bienvenue. N'hésitez pas à vous installer. On va commencer la table ronde très très bientôt pour discuter de l'importance de acheter auprès des startups européennes, notamment dans l'IA. Voilà. N'hésitez pas à vous approcher. L'idée, c'est que ce soit un débat qui on cale un peu les bases de l'échange, mais après qu'on puisse prendre des questions du public aussi. Voilà, si le public a envie de s'installer, ce serait idéal. Allez-y, hein. Vous pouvez vous installer, on ne juge pas. Bienvenue, bonjour. Voilà, c'est super. C'est une petite masse critique. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous nous connaissez déjà. Moi c'est Agatha Hidalgo. Je suis responsable des affaires publiques européennes chez France Digital, la plus grande association de start-up et investisseurs en Europe. Et je suis accompagnée aujourd'hui par deux fondateurs que je trouve très, très inspirantes. Du coup, Yann Lechel, CEO de Probable, et Kylian Vermeersch, CEO de Golemai. Voilà. Qu'ils ont toutes les deux pas mal d'expérience. Du coup, je pense que vous pourrez nous partager un peu plus sur votre parcours également. Juste pour caler un peu l'échange, je voulais rappeler quelques chiffres sur l'état des startups en IA en France qui ont levé plus de 3,2 milliards d'euros en 2022 et sont en tendance toujours positive avec des levées plus récentes assez conséquentes de la part des entreprises telles que Mistral ou AdaptiveML. Le nombre de startups en IA continue de grandir également. On est passé que dans l'IA générative des 86 à 135 entre 2023 et 2024. Du coup, c'est une vraie accélération. Après, dans tout ça, la question continue de se poser. Comment on passe de l'innovation à l'industrialisation pour assurer la pérennité de ces entreprises. Et bien sûr, il n'y a pas que les startups dans les jeux, il y a les grands groupes aussi. Du coup, dans tout cela, j'aimerais bien commencer par toi, Yann. Comme toi, tu as été dans la tech depuis plus de 20 ans, tu as été à la tête de plein de startups, mais aussi du fournisseur cloud français Scaleway. Toi, quel est ton constat aujourd'hui sur la chaîne de valeur des liens en Europe notamment? Quel est votre positionnement chez Probable et pourquoi vous l'avez choisi? Alors, le sujet est complexe puisqu'il est en millefeuille. Il existe évidemment un tas de fournisseurs dans la chaîne de valeur de l'IA. Et la plupart des fournisseurs, en fait, commencent tout en bas, c'est-à-dire les microprocesseurs. Donc aujourd'hui, les acteurs dominants sont évidemment du côté du CPU, Intel, AMD. Évidemment, il existe d'autres designs autres que x86 comme ARM. On a NVIDIA pour les GPU. Et ces acteurs, évidemment, sont le substrat sur lequel l'IA ne fonctionne pas du tout. Et donc, il faut intégrer cette notion-là lorsqu'on parle de souveraineté, par exemple, numérique en Europe. Il y a ce bas du millefeuille qui est essentiel. Et on pourrait considérer que les États-Unis ne sont pas non plus pleinement souverains, puisqu'ils dépendent de TSMC à Taïwan et ils dépendent de ASML, d'ailleurs, aux Pays-Bas. Donc, nous avons en Europe un acteur essentiel, ASML, dans cette chaîne-là, mais force est de constater que les puces elles-mêmes et la valeur des puces, la valeur ajoutée est captée par des acteurs essentiellement américains. Ensuite, il y a les clouds, en IaaS, en PaaS, et la plupart de l'IA en production aujourd'hui est intégrée dans ces acteurs d'infrastructure. Alors on parle aujourd'hui maintenant de edge computing. De toute manière, nous l'avons aussi déjà dans notre poche avec les smartphones. Apple intègre des moteurs de machine learning sur l'appareil même. Si on met en mode avion, eh bien, on peut découvrir des photos de chats et de montagnes dans ces photos sans passer par le cloud. Donc cette IA existe, encore une fois, sur le substrat, sur l'infrastructure ou sur les appareils on the edge s'ils sont suffisamment puissants. Et enfin, il y a la partie applicative. Donc ces acteurs-là vont construire sur ce millefeuille. Malheureusement, et ça je le déplore, en France, AWS est fier de détenir 75% des Next 40. C'est-à-dire que la majorité de nos pépites en SaaS qui font du service, et c'est pire encore au niveau de l'IA, dépendent de ces hyperscalers. Donc voilà, on doit questionner cette stack dans l'ensemble. Et voilà, donc pour la petite histoire, moi j'aime raconter que je n'ai pas créé de GAFAM, ça se saurait. La France n'a pas créé de GAFAM non plus, donc je ne suis pas seul. L'Europe non plus.
Et donc, puisqu'on n'a pas été capable de créer ces acteurs qui construisent ce millefeuille, qui intègre cette stack logicielle et matérielle, alors c'est par l'open source que l'on doit rentrer en concurrence pour baisser la pression sur ce manque de souveraineté sur l'ensemble de la stack. Voilà. Super. Du coup, le message à retenir, c'est que l'IA, c'est vraiment des millefeuilles. Il y a des tout, de l'infrastructure au pouce et les puces jusqu'aux applications. Et la place de l'Europe n'est pas évidente dans tout ça, parce que historiquement, on n'est pas très présente, mais il y a quand même de l'espoir, parce qu'on est très fort dans certaines niches. Et du coup, je voulais passer à toi, Kylian, pour nous raconter un peu plus de votre niche à vous, où se situe Golem, et quel type d'IA faites-vous? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative, mais ce n'est pas l'intégralité de l'histoire. Alors, nous, on a fait deux choix. On a fait déjà le choix d'être constructeur nous-mêmes de notre propre IA de zéro. Donc, on se présente comme une entreprise qui vend un produit sur étagère, un produit, on va dire, end-user, mais on est aussi, à l'intérieur de l'entreprise, une deep tech qui a construit son socle. Il y a plusieurs questions, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une des raisons est la souveraineté. Et on a fait le choix de faire ça, on va dire, à la française. Donc, on a fait un choix technologique qui est le choix de l'IA symbolique. Donc, sur le bout du spectre, on est à peu près à l'autre bout de l'IA par rapport à l'IA générative. Et ça nous permet de répondre à des sujets qui sont non seulement des sujets internationaux, mais en plus des sujets qui sont encore plus présents en France. Parce qu'on le voit, il y a une notion presque culturelle en France et en Europe de vouloir comprendre ce qui se passe, comprendre comment ça marche et avoir une notion de contrôle sur toute la chaîne de valeur. Et du coup, ce choix-là, et on l'a fait en travaillant avec du coup, les gros acteurs, on travaille avec les armées, on travaille avec les très gros industriels français. On fait en sorte de maîtriser chaque élément, que ce soit donc la base technologique développée, l'IA par-dessus et le produit par-dessus. Par contre, et ça rejoint ce que disait Yann, il y a une base matérielle derrière tout ça, même si nous on a la chance d'avoir assez peu de besoins matériels, sur lesquels on n'a pas l'option de le faire nous-mêmes et on n'a même pas l'option de l'acheter dans un environnement français et européen. Donc nous on a fait le choix de travailler avec déjà des acteurs européens le plus possible. D'ailleurs on travaille avec Scaleway que Yann dirigeait avant. Mais cette partie-là, ce socle, aujourd'hui, pour un acteur en IA comme nous, ce n'est même pas une option d'en faire une solution française. Mais déjà du côté logiciel, aujourd'hui il y a encore un marché à prendre. Le marché de l'IA, même s'il est déjà gros, il est en fait assez naissant. Et cette partie software, il y a une place à prendre en France et en Europe, qui pour moi n'est pas encore une bataille perdue. Tu as évoqué l'importance de travailler avec les grandes entreprises, les grandes industriels, mais les armées aussi, du coup être quelque part entre le civil et la défense. On a la chance d'être rejoint par David Sadek, qui est vice-présidente des technologies et notamment de la partie IA chez Thales, du coup qui est exactement dans ces milieux-là. Et vous, chez Thales, comment approchez-vous le travail en IA? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, Thales est un acteur qui opère dans le domaine des systèmes critiques. Donc, par définition, on ne conçoit pas, on ne développe pas le même type d'IA que celui développé ou déployé par les géants du numérique, par les GAFAM en général. On est en fait dans des techno-IA qui doivent répondre à certaines exigences. Je dis souvent, quand Netflix vous recommande un film que vous n'aimez pas, c'est pas dramatique, vous en choisissez un autre et la vie continue. Maintenant, si vous prenez un avion, sachant que 2 avions sur 3 dans le monde décollent ou atterrissent grâce à des systèmes Thales, soit parce qu'il y a du FMS, du Flight Management System, qui est dans le cockpit, un peu le cerveau de l'avion, soit vous êtes pris en charge par le système de gestion du trafic aérien. Si ces systèmes-là contiennent de l'IA, il vaut mieux que vous puissiez leur faire confiance. On ne peut pas dire l'avion, en gros, il va atterrir. C'est pas en gros. Il faut qu'il atterrisse. Aujourd'hui, quand vous embarquez un composant, quel qu'il soit, sur un avion, la probabilité d'incident qui est acceptable, ou accepté en tous les cas, pour pouvoir embarquer un composant doit être inférieur à 10-9 par heure de vol, donc 0 et 9 zéros derrière, donc c'est vraiment très petit. Et du coup, en fait, on a construit toute notre stratégie autour de cette notion d'IA de confiance pour les systèmes critiques, qui doit répondre en gros à
4 grandes exigences, la validité des systèmes, leur sécurité, leur explicabilité et leur responsabilité. Par validité, on entend la garantie qu'un système à base d'IA doit faire ce qu'on attend de lui, pas plus ni moins, et que ce soit prouvé d'une manière ou d'une autre, et non pas simplement, c'est pas une validité déclarée, c'est pas faites confiance, vous allez voir, ça va bien fonctionner. C'est vraiment une preuve d'une manière ou d'une autre, une preuve formelle, des tests encadrés, etc. En tous les cas, une vraie garantie de validité, que le système va faire tout ce qu'on attend de lui, et rien que ce qu'on attend de lui. Comme en justice, donc toute la vérité, rien que la vérité, parce qu'il peut faire tout, mais pas rien que, ou l'inverse. La sécurité des systèmes, c'est la garantie de la résilience ou de la robustesse à toute forme de malveillance, et en particulier aussi une résilience aux cyberattaques. Donc tout le monde a pu voir ce que ça peut donner, les vulnérabilités des algorithmes d'IA, la possibilité de leurrer ces algorithmes. Donc on a mis en place au sein de Thales une équipe qui fait ce qu'on appelle du friendly hacking, donc qui vraiment attaque de manière éthique les algorithmes pour arriver à identifier les vulnérabilités et de proposer des contre-mesures. Cette équipe a remporté récemment le challenge de la DGA, donc de la Délégation Générale à l'Armement, qui a été proposé pour justement arriver à identifier les vulnérabilités de certains systèmes ou d'algorithmes à base d'IA et de proposer des contre-mesures. Et donc cette qualification par rapport à la sécurité va être introduite dans notre chaîne d'ingénierie. Ça veut dire qu'on ne déploiera aucun système d'IA qui n'aurait pas passé ce sort de crash test en fait de sécurité. L'explicabilité, évidemment, on en parle beaucoup depuis la réémergence, la renaissance un peu de l'IA sous la forme à travers le deep learning, etc. On parle de XAI. La DARPA avait lancé dès 2015 un programme qui s'appelle XAI, l'IA explicable. On a parlé beaucoup du syndrome boîte noire. Alors à Thales, on a plusieurs équipes qui travaillent sur ce sujet-là et on pousse en fait l'explicabilité vers même l'auto-explicabilité, c'est-à-dire que les systèmes soient capables de s'expliquer eux-mêmes en temps réel. Donc si vous embarquez, si vous avez un copilote numérique dans un avion, si le copilote recommande au pilote de virer de 45 degrés dans 30 miles, il faut que le pilote puisse être en droit de poser la question « Pourquoi je dois faire ça ?» Surtout si elle ou il a vient en tête de faire quelque chose de différent, et au système de répondre parce qu'il y a une menace, parce qu'il y a un orage, etc. Et non pas parce que la couche numéro 3 du réseau de neurones a été activée à 30%. Donc c'est très important en fait cette notion-là, même si en plus aujourd'hui c'est vraiment une exigence même du AI Act que les systèmes soient explicables, ne serait-ce qu'à posteriori, qu'on puisse expliquer pour quelles raisons un système a fait ce qu'il a fait ou il a recommandé de faire ce qu'il a recommandé de faire. Et enfin, le quatrième pilier, c'est celui de la responsabilité des systèmes. Et ça, c'est vraiment la conformité au cadre régulatoire, éthique, au cadre légaux. Et évidemment, ça inclut le sujet de l'équilibre des données qui sont utilisées, donc la minimisation de biais, etc. Mais également celui de l'empreinte carbone et donc de la frugalité des technologies d'IA qu'on développe et auxquelles on s'intéresse. On est sorti depuis un certain temps du syndrome, j'allais dire, du big data qui consiste à dire plus j'ai de données, plus je vais être performant. Et on travaille de plus en plus vers ce qu'on appelle du smart data, donc être effectivement ne collecter, ne stocker, ne traiter que ce qui est absolument nécessaire. Et juste pour terminer, donc ce que je viens de dépeindre rapidement, cette stratégie d'IA de confiance pour les systèmes critiques et les piliers sur lesquels elle repose, ça convoque tout un ensemble de défis scientifiques et technologiques sur lesquels nos équipes travaillent. Et c'est vraiment, je veux dire, ce n'est pas juste des grandes lignes stratégiques, mais c'est également de véritables défis technologiques auxquels on s'attaque et qu'on relève et qu'on résout d'ailleurs tous les jours. Tout dernier point par rapport à ce qui a été dit sur l'IA symbolique, on a, dans le cadre de cette stratégie, également identifié un certain nombre de technologies clés. En l'occurrence, on a aujourd'hui 8 techno-clés qu'on considère vraiment
différenciante pour les activités de Thales, le domaine étant un spectre très large, allant de l'aéronautique jusqu'à l'identité numérique, en passant par le spatial, la sécurité et la défense, tout domaine confondu. Et parmi les techno-clés, il y a évidemment aussi de l'IA symbolique, mais plus particulièrement de l'IA hybride, en fait, une conjugaison intelligente entre de l'IA connexionniste et une IA plutôt basée sur une formalisation ou une modélisation explicite des connaissances, plus un certain nombre d'autres techno-clés, mais je vais m'arrêter là, sauf si vous me demandez de continuer. Alors, je voulais rebondir sur ça parce que c'est super intéressant, parce que les valeurs dont vous parlez, elles sont en fait très en phase avec cette question de capacité de la France et de l'Europe de rayonner à l'extérieur. Si on regarde d'un point de vue industriel, la France rayonne à l'international par ces critères-là, des outils robustes, des outils frugaux. On n'est jamais l'outil le plus shiny comme vont être capables de faire les Américains, qui vont être capables de faire un outil surmarketé, surreprésenté, et qui prend beaucoup de place, et qui est d'ailleurs souvent très pratique à utiliser. En France, on a historiquement toujours été un petit peu en retard là-dessus. Par contre, sur la construction d'un système qui est robuste, qui est explicable, etc., sur plein de sujets industriels, et avec Thales fait partie de ceux qui sont en première ligne sur le sujet, c'est très, très visible. Et je pense que ça, c'est pas le seul moyen, mais un des moyens qu'on a aujourd'hui en France d'occuper aussi la place internationale avec ces systèmes-là. Et d'ailleurs, nous, on le voit chez Golem AI, on travaille beaucoup en France et en Europe. On a quelques clients en dehors de l'Europe. Tous les clients qu'on a en dehors de l'Europe, c'est justement parce qu'ils cherchaient des outils démontrables, robustes, etc. Et aujourd'hui, des technologies d'IA dans le langage qui ont une chaîne démontrable de bout en bout, j'en connais à peu près 3 sur le marché aujourd'hui qui soient réellement commercialisés. Voilà. Je pense qu'autour de cette table, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler la boring AI. Du coup, sur toute l'IA qu'on ne market pas forcément, ce n'est pas des chat GPT, mais qui soutient énormément des systèmes hyper critiques dans notre quotidien et qui fait tourner finalement la plupart des machines qu'on utilise. Du coup, celles qui comptent vraiment in fine. Je vois très bien que vous avez plein de points en commun, donc je pense que vous pourrez continuer la discussion même après. Mais je voulais juste revenir vers toi, Yann, et dézoomer un peu. Et si on regarde justement la création d'une filière en Europe, quel est le rôle que le grand groupe et les startups devraient jouer? Comment on alimente un cercle vertueux pour partir des grands acteurs et créer une filière d'innovateurs derrière, et de l'autre côté, et comment on arrive à toucher les marchés à l'international aussi? Alors notre faiblesse européenne, c'est que nous sommes un marché ouvert, un livre ouvert, et que les Américains et les Chinois jouent le terrain de jeu mieux que nous. Nous ne nous aidons pas, puisque nous nous interdisons en tant qu'Européens de faire du protectionnisme. Alors il existe quelques acteurs, évidemment, qui tirent leur épingle du jeu, mais d'un point de vue du numérique pur, la concentration est plutôt californienne. Donc ça, c'est notre point de départ. Si on mesure la souveraineté numérique, je parle bien du numérique au sens large, le chiffre est choquant. On est de l'ordre de 1%. C'est-à-dire que d'un point de vue endogène, au niveau national, nous achetons à hauteur de 1% de nos propres produits pour combler nos besoins à 100% du numérique. C'est choquant. Les États-Unis sont à 90% plus. Donc notre souveraineté se mesure, elle est proche de zéro. Alors, si on zoome out, en effet, qu'on regarde la France par rapport au reste du monde, notre PIB national correspond à 3% du PIB mondial. Donc on devrait tendre vers 3% ou plus si les choses étaient équilibrées. 1%, ce n'est que un tiers de 3%. Mais 3%, c'est atteignable. Tout ce qui est en dessous de 3% fait que nous nous enfonçons. D'ailleurs, dans le cloud, en 2022, les Américains, les hyperscalers américains, ont capté 80% de la croissance. Ce qui est terrible. Ce qui veut dire que nos OVH, Scaleway et Outscale, qui sont des joyaux français que les Européens nous envient, parce que les Européens n'ont pas autant d'acteurs cloud, eh bien, la part de marché s'enfonce. Donc on doit prendre conscience de cette masse que représente la French Tech, par exemple, au sens large. Thales est une boîte technologique, mais qui ne fait pas que du numérique, qui utilise le numérique. Donc c'est un acheteur plutôt, un grand acheteur, en puissance. Puisque la commande endogène sera trop souvent, malheureusement, redirigée vers des Microsoft qui sont bien établis en France, qui ont développé les partenariats avec des ESN, qui est un vrai sujet en France, puisque ce sont les ESN qui sont prescriptives. Donc, cette chaîne de consommation doit être étudiée, et la tendance, qui est plutôt défavorable, doit être inversée. Donc, il existe, et France Digital est contributrice, des initiatives. Je choisis la French Tech, qui est une espèce de patriotisme par l'achat,
qui n'est pas dans le but de refermer les frontières, au contraire, mais plutôt de doubler la commande publique et la commande des grands groupes à horizon 2027. C'est cette notion d'inverser la tendance, de passer de 1 à 2%, ce qui paraît atteignable. Alors on a d'autres initiatives qui sont le Buy European Act ou des équivalents comme le Small Business Act qui fonctionnent très bien aux États-Unis. Encore une fois, les États-Unis font du protectionnisme, encore plus dans le domaine du militaire. Mais c'est vrai que tout n'est pas militaire, donc on ne peut pas se reposer que sur ça. Donc on doit inverser cette tendance. Les startups du numérique font partie d'un terreau, mais on doit l'entretenir pour que ces startups deviennent effectivement des pôles de recrutement demain, une captation de la valeur, à l'export également, mais surtout pour créer des emplois à valeur ajoutée pour demain, pour nos enfants, pour les générations d'après. Parce que si on ne développe pas ce tissu-là, par rapport à ce fameux 3%, d'ailleurs, si on prend l'équilibre européen, le PIB européen est à plus de 20%. Donc on devrait consommer à hauteur de 20% de technologie européenne et pas 90% de technologie américaine, puisqu'il ne représente que 25% du PIB mondial. Voilà, donc le déséquilibre se creuse parce que nous n'avons pas pris conscience, nous n'avons pas mis en place les leviers qui permettent de rééquilibrer tout ça. Voilà. Donc France Digital joue sa partie. Merci de le rappeler. Mais justement, David, la question s'impose. Chez Thales, est-ce que vous travaillez avec les startups, par exemple, pour répondre aux nombreux défis technologiques et scientifiques que vous avez évoqués tout à l'heure? Oui, absolument. Enfin, aujourd'hui, on a une constellation de start-up, un écosystème avec lequel on interagit peu ou prou. Enfin, en tous les cas, dans la constellation, il y a plus de 2000 start-up aujourd'hui identifiées. Alors évidemment, il y a certaines avec lesquelles on travaille de manière plus ou moins intense, d'autres qui font partie, j'allais dire, qui sont un petit peu dans notre radar, et puis on sait aussi à quel moment on peut aussi les solliciter pour un partenariat. Et en IA en particulier, je veux dire, les startups aujourd'hui et les innovations apportées par les startups constituent pour nous réellement des véritables contributions dans une feuille de route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des techno-clés, lorsqu'on parle par exemple, l'apprentissage par renforcement, aujourd'hui il y a des startups qui s'intéressent à ça et même qui arrivent à le faire de manière très pertinente à l'échelle, qui permettent de le faire à l'échelle. Et ça, c'est quelque chose auquel on s'intéresse beaucoup et c'est des startups avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc ça, c'est évident, elles font partie de nos partenaires. Il y a aussi, j'ai parlé de la frugalité, il y a des startups qui s'intéressent à la frugalité et au domaine de l'embarqué. Donc c'est des startups avec lesquelles on travaille directement. Et donc on est vraiment dans une démarche de co-innovation. Tu disais tout à l'heure, Yann, que Thales est un grand acheteur de technologie. Alors, juste j'apporte une nuance. En fait, Thales n'est pas seulement un consommateur de technologie numérique, il est aussi en fait producteur de technologie numérique. Je veux dire, on produit de l'IA. On ne fait pas que consommer de l'IA. Je veux dire, il y a certains types d'IA qu'on fait. Quand on parle par exemple du domaine de l'embarqué aujourd'hui, il n'y a aucun acteur au monde qui est capable d'embarquer l'IA à cette échelle-là, donc d'arriver à satisfaire des contraintes qu'on appelle des contraintes de swap, de size, weight and power, donc réellement de taille, de poids et de puissance, pour faire rentrer des réseaux de neurones dans des dimensions et avec des consommations qui sont extrêmement petites. Quand on les met à bord d'avions, notamment d'avions de reconnaissance par exemple, et ben là vous êtes obligé de respecter certaines contraintes et là c'est vraiment du savoir-faire et de la conjugaison de la double excellence qu'a Thales sur le sujet, donc la maîtrise complètement du métier, parce qu'il faut savoir comment certains capteurs, radars, sonars fonctionnent exactement et quel type de données ils sortent, et ça on le sait parce que c'est nous qui les concevons et les fabriquons, et puis la maîtrise des technologies IA qui vont permettre en fait d'exploiter au mieux ces données-là. Et le travail avec les startups, donc pour terminer ma réponse, est quelque chose qui est absolument partie intégrante complètement de notre stratégie et notre démarche d'innovation aujourd'hui. Alors je vais rebondir rapidement parce que c'est absolument remarquable d'avoir ce chiffre de 2000 startups avec lesquelles vous travaillez. Ce qui est intéressant dans le travail de Je choisis la French Tech, c'est ce croisement de la base sirène des startups avec le département des achats. C'est-à-dire de recouper non pas le nombre de startups, le nombre de produits consommés, mais la quantité de chiffre d'affaires engendré. Donc évidemment,
aucun jugement. Ce chiffre, il existe. Il est peut-être de 1%, peut-être de 5%, peut-être de 1 pour 1000. Ce n'est pas le sujet. La question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on se coordonne collectivement. Thales, qui est excellent dans ce qu'il fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce que les entreprises du CAC 40, par exemple, collectivement, passent de X% à 2X%. Voilà, l'année prochaine. C'est-à-dire rentrer dans cette démarche pour que l'on passe du prototype à la commande opérationnelle. Parce que malheureusement, en France, on a trop l'habitude d'être biberonné à la subvention, y compris dans les startups. Et la subvention n'apporte pas d'alignement entre les intérêts commerciaux, qui sont, eux, sur un marché extrêmement dérégulé, compétitif, c'est-à-dire mondial. Donc la subvention qui entretient une entreprise, quelle que soit sa taille, entretient la médiocrité, souvent, malheureusement, alors qu'une commande directe, la commande publique qui doit être exemplaire, ce n'est pas le cas. Mais ensuite, les grands acteurs qui jouent aussi un rôle très important, eh bien, ces acteurs-là vont, en passant une commande, développer l'adéquation produit-client et favoriser finalement cette compétitivité internationale qui permettra de rentrer dans la cour des grands. D'un point de vue du numérique, encore une fois. Je ne parle pas de Thales en particulier, je parle bien de l'économie numérique française. Je pense que le message il est clair. Il nous faut plus de commandes privées, notamment d'innovation européenne. Mais il y a une tension chez les grands groupes à quel point on fait de l'innovation en partenariat, à quel point on produit nous-mêmes. Kylian, selon toi, quel est le bon moment pour un grand groupe de décider de s'appuyer sur une start-up plutôt que de faire de la techno chez soi avec ses équipes? Alors, ça rejoint une grande question dans l'IA qui est la question du make or buy. Elle est encore plus présente dans l'IA qu'ailleurs parce que, en fait, pour le dire pragmatiquement, je pense qu'il y a une grosse question derrière la question de souveraineté, parfois il y a une question d'ego qui se place un peu, où beaucoup d'entreprises se disent « Ok, je peux la faire moi-même ». Alors, le cas de Thales, ils ont des vrais intérêts à la faire eux-mêmes pour les exigences dont on parlait tout à l'heure. Nous, on travaille beaucoup avec, disons, la taille en dessous, les entreprises, les ETI, etc. Et c'est un débat qui arrive souvent de est-ce que je peux moi-même construire ma solution? Est-ce que je veux m'appuyer sur un acteur? Est-ce que je m'appuie? Et du coup, si je m'appuie sur un acteur, quel type d'acteur et comment est-ce que je choisis? Alors, déjà, bon, faire maison, la réponse par défaut, hein, il y a toujours des réflexions, mais la réponse par défaut, elle est souvent vaut mieux pas. Déjà parce qu'en fait, vous allez rarement faire maison, vous allez vous appuyer sur une technologie extérieure pour construire un socle par-dessus à vous. Puis après, vous allez dire que vous faites de l'IA alors que vous en utilisez une qui vient de l'extérieur. C'est ce qu'on voit le plus. Ça peut marcher. Mais le problème, c'est que du coup, on n'est plus sur un produit sur étagère et on n'est plus vraiment sur un produit. Et du coup, même si ça va très bien marcher au moment du déploiement, le problème, et c'est le grand oublié de l'IA, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça continue à marcher pendant 2, 3, 4, 5 ans après. Et en plus, ça rejoint aussi cette question de, en fait, si on veut avoir de l'innovation en Europe, il faut acheter en Europe, qui est un peu le système basique. Et la raison aujourd'hui de la vente des Américains, elle est beaucoup basée sur le fait que les Américains achètent américains. Alors oui, c'est vrai, les subventions en France, alors c'est un beau système, hein, ça marche bien et ça aide. Mais concrètement, il n'y a pas de meilleur argent que celui des clients. Moi, je le vois dans notre histoire, même chez Golemaï. Notre innovation, elle est venue, on a signé avec le ministère des Armées, on a signé avec Thales, on a signé avec pas mal d'acteurs sur pas mal de sujets. Et c'est ces moments-là, c'est ces grands jalons-là qui nous permettent de concrètement construire quelque chose qui va déployer de la valeur. Bien plus que de toucher une subvention qui va nous aider à parfois appuyer un projet ou autre, mais qui concrètement va nous créer un socle qui n'a aucune valeur s'il n'est pas ensuite distribué sur le marché. Et pour ça, il y a un vrai besoin de tomber d'accord. Et je suis d'accord, c'est tout le sujet du plan Je choisis la French Tech. C'est comment est-ce qu'on fait pour que concrètement les grosses entreprises prennent le risque avec des guillemets, de travailler avec des startups et de le faire avec des startups françaises ou européennes, pour qu'ensuite, l'élément qu'elles craignent, qui est que ces entreprises sont trop petites ou n'ont pas forcément le niveau d'innovation qu'elles attendent, en fait disparaissent. Parce que si on commence à acheter de manière beaucoup plus massive en France et en Europe, et effectivement le chiffre que disait Yann de passer de 1 à 2%, on n'est pas sur un truc insurmontable. Il aura déjà un impact colossal. Moi, je vois les startups autour de nous, si elles ont un doublement de la commande dans les prochaines années, ce qu'on va observer sur le marché, ça va être remarquable. D'autant plus qu'on a une vraie, je parlais de culture un peu française tout à l'heure, on a quand même une belle capacité en France à faire beaucoup avec peu. Et on le voit bien, et ça se voit dans nos armées, on en a parlé tout à l'heure, ça se voit dans nos entreprises aussi. On a des cas en France qui sont des entreprises qui sont remarquables et qui ont des résultats remarquables, avec un budget qui est une fraction du budget qu'on aurait aux États-Unis. Nous, par exemple, on a fait le choix de jamais lever aux US, de toujours lever en France.
Je pense que ça a divisé après par 5 le montant d'argent qu'on a levé. Je ne pense pas du tout que ça ait divisé par 5 la valeur de ce qu'on est produit. Parce qu'on a bossé avec le bon écosystème, avec les bonnes personnes qui ont la bonne logique. Voilà. J'ai l'impression qu'on vous interpelle beaucoup, Thales, les grands groupes. Du coup, la question, elle est là. Quels critères appliquez-vous pour décider si faire un interne ou vous appuyez sur une start-up? Et surtout, pensez-vous pouvoir atteindre cet objectif de 2% de commandes auprès des start-up d'ici 2027? Ce qui est sûr, alors je ne vais pas, je ne vais pas présenter un engagement de Thales d'atteindre les 2%, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est quand même la dérivée, c'est quand même le fait de croître sur cette trajectoire-là. Et je pense que là, on est complètement engagé là-dessus. Alors, je voudrais juste apporter quelques éléments de réflexion, peut-être dont la résultante pourrait peut-être un petit peu répondre, en tous les cas éclairer sur certains sujets. Donc il y a Kylian qui a parlé du make or buy. Alors, à Thales, en général, on utilise en fait une troisième option qui est le make, team or buy. Donc c'est ça, c'est le make, team, buy. Donc on n'est pas que fabriquer ou acheter, mais le partenariat. Et avec le startup, on a la démarche, elle est plutôt là-dessus. D'ailleurs, elle est plutôt sur comment est-ce qu'on élabore un partenariat qui puisse s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est pas une affaire simple. Parce qu'une start-up n'a pas vocation à rester start-up non plus. Et certains projets dans certains domaines s'inscrivent aussi sur des feuilles de route qui ne sont pas forcément des feuilles de route de quelques mois. Donc c'est censé répondre aussi à des attentes qui sont parfois à moyen terme, voire plus. Et donc, choisir de faire un partenariat avec une start-up ou des start-up, c'est vraiment reconnaître aussi la vraie valeur et la pérennité, la fiabilité de ce qui est proposé, de la technologie qui est proposée et dans la durée. Et ça, c'est pas simple du tout. Je dis que c'est pas simple parce qu'en fait, il peut arriver, pour être très concret, je veux dire que vous démarriez avec une start-up sur une technologie de pointe et que quelques mois plus tard, ou un an après ou un peu plus, il y a autre chose qui apparaît sur la même technologie avec une performance beaucoup plus grande et même plus disruptive. Qu'est-ce que vous faites? Ou alors la start-up se fait racheter. Aussi, ça c'est voilà. Donc ça c'est l'autre option qui est effectivement d'une criticité tout à fait comparable à ce que je viens d'évoquer. Et donc gérer en fait et arriver à inscrire en fait des partenariats avec des startups sur une feuille de route et de manière cohérente et parier dessus, c'est une vraie stratégie en fait, c'est une vraie démarche stratégique aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais aujourd'hui nous Thales, on est complètement avec un engagement de croissance, d'activité avec les startups, tout domaine confondu. Maintenant, quel est le pourcentage réel par rapport à ce qu'on veut dire? Ça, je veux dire, ça, c'est l'avenir nous le dira, et puis ça va dépendre de tout un ensemble de paramètres qui sont à la fois stratégiques, financiers, conjoncturels, etc. Très rassurant de savoir, en tout cas, que c'est un enjeu stratégique pour vous. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais avant cela, est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser? Je crois que certains d'entre vous prennent des notes aussi. N'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions? Bonjour, je suis Alexandre Lacour, je dirige une PME, on est fabricant de machines tournantes. Donc le principe, on fabrique une pompe centrifuge, on transfère un fluide d'un point A à un point B. La problématique en fait de l'IA chez nous, c'est un sujet qui est de dire qu'indirectement, la machine, elle peut collecter de la donnée. Demain, ça devient indirectement un capteur. Elle collecte des données de puissance, elle collecte des données de débit, de pression. Elle est au cœur d'un process industriel. Et en fait, la donnée va sortir deux sujets. Un, la connaissance sur l'usage de la machine pour le constructeur. Comment la machine est exploitée et du coup dans un modèle économique d'usage, comment à partir de ces données-là on est en capacité d'augmenter la performance opérationnelle de la machine. Deuxièmement, côté utilisateur, il y a un sujet indirectement de process et de savoir comment la machine est utilisée au cœur du process. Ça m'amène à un sujet final qui est du coup l'économie de la connaissance. Et à chaque fois qu'on a commencé à travailler sur ce sujet-là, notamment avec des startups, alors le sujet de l'open source nous parle assez bien puisque du coup j'ai une culture en tout cas de l'IT et dans le monde industriel. Et on a une vraie difficulté justement à trouver cet équilibre entre
le côté modèle propriétaire, start-up, qui vient dans un modèle SaaS, qui du coup vient finalement être une charge dans un modèle économique chez un constructeur, mais en même temps une complexité d'économie de la connaissance sur lequel du coup on sait qu'il y a une connaissance qui va partir et qu'on n'est pas capable de maîtriser. Donc j'aime bien le sujet de dire le partenariat, oui, mais comment et sur le long terme, qu'est-ce que ça peut donner? Parce qu'en fait, quand on a une lecture globale dessus, on est toujours en train de se poser la question en disant du coup on va sur quel pied et de quelle manière on s'inscrit dans l'écosystème. Donc du coup, je vous ai tous entendus et arrivé à la fin, je me dis, et donc du coup, je fais quoi? Bah, je vais répondre parce que le sujet me parle expressément. J'ai géré un cloud, donc IaaS et PaaS. Et force est de constater qu'en réalité, encore une fois, je l'ai évoqué au tout début, c'est que les hyperscalers américains ont tout concentré. Et le changement de paradigme de la licence que l'on payait, avant on achetait sa licence Office, on avait les disquettes et on les installait, très bien. On était presque souverain, presque, pendant la période de la licence et surtout, on n'était pas dépendant du cloud. Or, depuis que nous sommes passés à un modèle as a service, nous avons des dépendances totales. Donc pour Thales, c'est tout simplement impossible de fonctionner en as a service. Pareil pour la DGA. Mon approche aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu en arrière, revenir un petit peu aux belles années de l'ingénierie française où tout le monde savait tout faire, à peu près. Ou en tout cas, tout le monde s'intéressait à comment ça fonctionnait. C'était la grande époque du Minitel ou du TGV, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on a, et c'est notre chance, nous avons Scikit-learn, qui est une bibliothèque de machine learning, téléchargée 1,5 milliard de fois, qui est incontournable. Notre business model va être de dire l'open source est une manière de distribuer la connaissance, parce qu'un algorithme, c'est une connaissance. Faire du business avec de l'open source, il y a deux schémas très simples. On le donne à ceux qui ont plus de temps que d'argent et on facture à ceux qui ont plus d'argent que de temps. Il faut trouver ce cut-off. Mais la possibilité de basculer de l'un à l'autre doit rester. Donc je ne crois plus au modèle lock-in qui fait que quelque part on perd la souveraineté qui est une notion abstraite mais qui est une souveraineté individuelle. Comment est-ce que je sors des réseaux sociaux en tant qu'individu? Je ne peux pas, sinon je perds tout. Comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, je n'ai pas de dépendance? Donc Thales est un bel exemple. Quand on fournit à des clients qui veulent maîtriser la stack, on préférera leur proposer une licence on-prem. Donc voilà, cette notion de respiration qui peut aller jusqu'au SaaS, c'est pas gênant de faire du SaaS, mais il faut que la réversibilité soit offerte. Donc ça, c'est le modèle pour Probable, c'est-à-dire que Scikit-learn est une bibliothèque dont la licence est très permissive, qui fait partie de son succès, et donc on ne va pas remettre en question cette licence. En revanche, nous allons concevoir des nouveaux produits à valeur ajoutée qui fonctionnent en open source pour ceux qui ont du temps, on-prem pour ceux qui ont des exigences, et en SaaS pour ceux qui n'ont pas le temps et qui ont besoin de scaler rapidement, toujours avec la garantie de pouvoir revenir en arrière. Donc ça, c'est le modèle que je propose. Ma startup n'est pas comme toutes les autres. C'est une entreprise à mission de souveraineté industrielle et numérique qui propose ce modèle et qui se donne les moyens de le faire avec un actionnariat inédit, public, privé et collaborateur. Donc c'est un modèle qui finalement est aussi ma réaction au modèle pluriel qui ont fait de la France un acteur dépendant à 99% d'acteurs extraterritoriaux. Pour moi, c'est la solution. Pour... Alors, j'allais plutôt compléter ce que disait Yann au départ, sur le fait que alors, nous, on a une solution qui est un peu moins, on va dire, radicale que ce que vous avez trouvé, qui était, vous avez carrément créé une structure avec cette idée-là. Nous, on est sur une structure, on va dire, assez classique, on est une startup qui vend du SaaS, mais qui est aussi capable de vendre la maîtrise de ce qu'on vend à notre client. On est capable de faire du on-premise, on est capable de faire de la licence libératoire, on est capable de former nos clients et nos intermédiaires à être indépendants sur la technologie. Et ça, effectivement, c'est un vrai moyen de répondre à ça. Et de toute façon, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui ou d'entités publiques pour lesquelles il n'y a pas d'autre option. Quand on travaille avec les services critiques dans la santé, les armées, les très très gros industriels, je pense à CMA, CGM par exemple, des grosses entreprises comme ça, de toute façon, ils doivent être en maîtrise de ce qu'ils font parce qu'ils n'ont soit pas le droit, soit pas l'option, mais ça revient en même, de pas être en maîtrise.
il y a une question à se poser sur chaque projet, à quel point on a besoin ou pas d'être en maîtrise, à quel point on a besoin ou pas de pouvoir remplacer. Il y a quelques protections contractuelles aussi qui existent à ça. Nous, par exemple, on a des contrats avec certains de nos clients sur le fait que même si on se fait racheter un jour, par exemple, ils gardent une capacité d'utiliser la technologie. Si on se fait racheter par un acteur étranger, ils sont propriétaires de ce qu'ils avaient dans les mains, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de réponses possibles à ça, qui vont être soit de construire un modèle complètement autour de ça. L'open source est une des meilleures réponses à ça, mais l'open source a le contre-pied de justement... C'est un peu, on va dire, pour les gens qui ont plus de... J'aime beaucoup cette expression de temps que d'argent, parce que ça demande une maîtrise interne qui est forte. Mais par contre, même avec des technologies fermées, en fait, il y a moyen de donner de la maîtrise à des clients qui leur permettent de déployer même sur les systèmes critiques sur lesquels ils doivent garder la maîtrise dans le temps. Et le temps peut être plus long parfois que l'espérance de vie de la startup avec qui ils parlent. Qui effectivement, et ça je rejoins ce que disait David, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Nous, c'est la question, je dirige une startup qui fait une trentaine de personnes. Et je travaille avec des entreprises qui font entre 90 000 et 1 million d'employés. Donc, à chaque fois, on a la question, mais comment vous allez tenir, comment vous allez supporter notre charge, etc. Et souvent, la réponse passe par rendre indépendant le client sur l'usage. Voilà. Une réaction de votre part peut-être aussi, notamment sur les partenariats. Non, je pense que c'est une vraie question. Moi, je pense que les modèles qui viennent d'être évoqués par Yann et Kylian sont des... C'est très séduisant le modèle que vous proposez. Après, il faut que ça vole, quoi, donc réellement. Donc, en régime de croisière, que ça puisse tenir la route. Alors, même des grands groupes aujourd'hui comme Thales, évidemment, je veux dire, on a aussi des solutions qui sont considérées aussi en mode SaaS, etc. Donc, et c'est des choses qui vont venir de plus en plus. Après, il faut arriver à articuler ça avec les contraintes justement de sensibilité de ce qui est déployé, voilà, de souveraineté, etc. Donc c'est pas simple, mais c'est quelque chose, je veux dire, pour nous, c'est aussi, il y a des aspects qui sont dans le sens de l'histoire, en fait, faire ça aussi. Le curseur, exactement. Donc c'est vraiment un positionnement de curseur. Par rapport au sujet, justement, là, on parlait en parlant de ça, qu'est-ce qui doit être sur du cloud, qu'est-ce qui doit être on-prem, etc. Bon, la question, l'IA générative pose cette question-là de manière assez aiguë aujourd'hui. Maintenant, pour nous, c'est une technologie, c'est une raie d'un spectre un peu large. J'ai parlé tout à l'heure de différents types d'IA. Et l'IA générative, c'est une raie du spectre. Et aujourd'hui, justement, si on considère, pour reboucler un peu avec le début, l'IA de confiance pour des systèmes critiques avec les exigences que j'ai évoquées tout à l'heure, de validité, sécurité, explicabilité, responsabilité, etc., telle qu'elle est aujourd'hui en l'état, les technologies disponibles ne cochent aucune de ces cases aujourd'hui. Donc, il faut arriver à... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Je veux dire, nous, à Thales, on a enclenché tout un mouvement, justement, pour faire de l'IA générative une IA de confiance pour les systèmes critiques. Donc, le motto de Thales, de l'IA de Thales, c'est le motto True AI, TR, un grand T, un petit R, un grand U, un E, où le TR veut dire transparent, le U veut dire understandable et le E veut dire ethical. Et là, il y a un stream qui s'appelle le True Gen AI. Comment est-ce que je rends l'IA générative conforme aux exigences d'une IA de confiance pour les systèmes critiques. Et pour le coup, les questions de SaaS et d'utilisation on-prem versus en cloud, etc., se posent pour nous de manière assez aiguë. Je termine avec un mot. Il y a peut-être un mot qui n'a pas été utilisé, en tout cas depuis que je suis arrivé, c'est le mot edge. Qu'en est-il aujourd'hui quand on fait de AI at the edge versus justement de l'IA qui va utiliser des ressources cloud, etc. Et ça, c'est aussi pour nous en fait un axe stratégique aujourd'hui d'activité. Scikit-learn fonctionne sur des CPU, donc très frugal par défaut. Voilà.
je ne suis pas certaine qu'elle ait répondu à toutes les questions, mais je pense que c'est le bon moment pour se poser des questions, justement, et tester des choses. La bonne solution, ce n'est pas la même pour toutes les entreprises. Je vous remercie beaucoup, Kylian, Yann et David, pour votre temps, et vous aussi pour les questions et pour votre attention. Si vous souhaitez continuer la discussion, n'hésitez pas à venir nous voir après le panel. Merci beaucoup.